Circonstances atténuantes pour le meurtrier de la petite Christelle, condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Dans une interview exclusive accordée à France 2, le patron de la Bundesbank déclare qu'il ne faut pas s'attendre à une baisse significative des taux d'intérêt dans un proche avenir. La direction allemande de Grunding sursoit provisoirement à la fermeture de l'usine de Creuswald en Moselle qui emploie 900 personnes. La fin du voyage de François Mitterrand dans l'ancienne Indochine française avec la visite du site des temples d'Angkor. Les législatives de mars avec l'entrée en campagne de Valéry Giscard d'Estaing. Madame, Monsieur, bonsoir. Les jurés de la cour d'assises de la Moselle ont donc condamné à 20 ans de réclusion criminelle Christian Giacchetto pour le viol et le meurtre de la petite Christelle. Compte rendu d'audience, Christine Boss, Sylvain Gauthier. Une dernière fois, Christian Giacchetto a clamé son innocence juste après l'énoncé du verdict. Il a échappé à la réclusion criminelle à perpétuité requise par l'avocat général, mais il va tout de même passer 20 ans en prison. Les jurés lui ont accordé les circonstances atténuantes en raison de ses graves déficiences mentales. Un verdict ambigu selon la défense, qui a toujours estimé que Christian Giacchetto n'était pas en mesure d'être jugé. C'est une décision qui n'est pas responsable en ce sens qu'elle peut correspondre à une condamnation prononcée au bénéfice du doute. C'est probablement à cause de ce doute que la cour d'assises de Metz a condamné les 3 co-inculpés de Christian Giacchetto à 5 ans d'emprisonnement, soit le maximum de la peine prévue pour non-assistance à personne en danger dont ils sont accusés. Car ces 13 jours de débat n'ont pas permis de faire toute la lumière sur le viol et le meurtre de la petite Christelle. Seule certitude, ils étaient 4 sur les lieux du crime, mais le rôle exact de chacun n'a pu être démontré. Devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, épilogue d'une autre affaire criminelle sordide, l'assassinat de 6 vagabonds dans un squat de Montauban par 4 marginaux. Compte rendu d'audience, Sandrine Meurck. Franck Goyon, 28 ans, réclusion à perpétuité pour assassinat, aucune circonstance atténuante. Jean-Paul Contamin, 38 ans, même sentence. Moustapha Saadedine, 26 ans, 20 ans de prison. Daniel Sayer, 22 ans, condamné à 6 mois, avec sursis, pour vol sur cadavre. Une grande satisfaction et même de la joie pour ce gosse que j'ai soutenu pendant 2 ans et demi, en croyant toujours à son innocence. Déception en revanche pour les avocats des condamnés à perpétuité. Ils avaient basé leur défense sur la folie collective, l'alcool et le drame d'une vie privée d'enfance. Grâce à Pascal Guimier, notre correspondant en Allemagne, vous allez maintenant faire la connaissance de l'un des hommes les plus puissants d'Europe, le patron de la fameuse Buba, la Bundesbank. Cet homme détient en effet en partie les clés de la relance économique. Mais vous allez l'entendre, ce gardien de l'orthodoxie financière ne semble pas décidé à céder à tous ceux qui, responsables politiques ou chefs d'entreprise, lui demandent de continuer à baisser les taux d'intérêt. Interview exclusive pour France 2. La décision de la Bundesbank la semaine dernière va beaucoup plus loin que la simple baisse du taux lombard et du taux d'escompte que nous avons annoncé. Nous avons simplement voulu indiquer la marge de fluctuation sur les marchés monétaires. Nous avons modifié sensiblement notre panoplie d'intervention. Par exemple, à partir du 1er mars, nous allons baisser les réserves obligatoires minimales pour l'épargne à terme. En contrepartie, nos propres émissions, elles, rapporteront des intérêts. Voilà les grands changements que nous avons rendus publics. Il ne faut évidemment pas s'attendre à d'autres modifications importantes, d'autres modifications d'une même ampleur, en tout cas dans un avenir prévisible. Est-ce qu'on doit toujours considérer que l'inflation en Allemagne, c'est l'ennemi numéro 1 ? Bon, les revendications salariales sont nettement plus modérées cette année, mais l'an passé, elles ont été 2 fois plus élevées que chez vous. Et pour 93, les syndicats de la fonction publique ont obtenu 3% d'augmentation, donc toujours plus qu'en France, alors qu'en France, les augmentations l'an passé avaient été beaucoup plus faibles. Alors, disons que c'est mieux qu'en 92, mais ce n'est pas encore idéal. Que pensez-vous de l'idée d'un rapprochement entre le franc français et le Deutschmark ? Ce genre de suggestions n'ont été officiellement mises en avant ni du côté français, ni du côté allemand. Nous nous dirigeons vers une Union européenne monétaire, mais il serait illusoire de penser que nous sommes aujourd'hui mûrs pour une telle union monétaire.
Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de faire pour la Banque de France ce qu'on a fait pour la Bundesbank en Allemagne, c'est-à-dire de garantir constitutionnellement, institutionnellement son indépendance? Je trouve très bien que les autorités françaises s'engagent dans la voie d'une plus grande indépendance pour la Banque de France et que bientôt soient prises des mesures en ce sens. Vous êtes peut-être aujourd'hui un des Allemands dont on parle le plus en France, à l'instar d'Helmut Kohl ou de Boris Becker. Quelle impression cela vous fait-il? Eh bien, si c'est vrai, d'une certaine manière, je le regrette un peu. Je ne suis après tout qu'un simple banquier. Alors certains spécialistes financiers estiment qu'il y aura un vrai signal lorsque l'Allemagne baissera ses taux de 2%. Docteur Sassier, on en est bien loin. Oui, on en est effectivement bien loin. Et puis, cet homme, Helmut Schlesinger, est aujourd'hui, Bruno, pour notre portefeuille, notre franc, plus important que notre ministre des Finances. Il lance des messages précis, on vient de l'entendre. 1. Pas de nouvelles baisses des taux d'intérêt dans un avenir prévisible. Pourquoi cette douche froide? Eh bien, à l'incertitude de l'évolution des salaires et de la fantastique facture de la réunification en Allemagne, s'ajoute la crainte d'un mark affaibli par la récession et le chômage. Alors, la Bundesbank pourrait, par prudence, garder des taux élevés au lieu de les baisser. Prochain rendez-vous sur les taux d'intérêt, estime un diplomate en poste à Bonn, la mi-mars. 2. Pas d'union monétaire plus rapide. À la France qui voudrait avancer la date du mariage monétaire européen, eh bien la belle-mère allemande répond non. Elle veut d'abord faire le ménage chez elle et régler les problèmes de récession et de réunification. 3. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien la Bundesbank rappelle qu'elle doit s'occuper d'abord de l'Allemagne avant l'Europe et du mark avant le franc. 4. Quelle conclusion? Eh bien, en ce qui concerne le franc, la Bundesbank nous rappelle nos responsabilités et les efforts à faire. En clair, vous voulez un franc fort, eh bien, vous devez payer pour ça. En revanche, en ce qui concerne l'union monétaire, eh bien, il faut rappeler que ce n'est pas la Bundesbank qui porte la culotte, mais c'est toujours le chancelier Kohl. Merci Philippe. L'emploi, thème numéro 1 de la campagne électorale. Dans une tribune publiée aujourd'hui par le journal Le Monde, Laurent Fabius fait une proposition qu'il qualifie lui-même d'ambitieuse, réduire progressivement la durée du travail afin de parvenir d'ici 10 ans à la semaine de 4 jours, c'est-à-dire 32 heures. Citroën a confirmé aujourd'hui la suppression de plus de 1600 emplois en 1993. Les salariés de l'usine Grundig en Moselle ont obtenu un sursis. La direction allemande a en effet annoncé tout à l'heure par fax le report de la fermeture de ce site. Reportage Yannick Letranchant, Bernie Merriot. Le directoire a décidé de confier les réflexions futures au management de Grundig Electronic SA, Creutzwald. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la décision des dirigeants allemands de Grundig ne brille pas par sa clarté. Après traduction, il apparaît cependant que l'usine de Creutzwald en Moselle ne ferme pas ses portes. C'est l'information principale retenue ce soir par les 918 salariés de l'entreprise. Soulagement après une ultime journée d'angoisse. L'ensemble du personnel, par les actions qu'il a fait, il a gagné la bataille, mais pas la guerre. Quand je réaliserai, ça ira mieux. Pour le moment, on est encore un peu... On a peur, on est encore un peu anxieuse. Je suis très contente des résultats. On a franchi une étape, on était très inquiets. Et ça fait quand même du bien de savoir que l'usine reste. Mais bien sûr, il y aura des efforts à faire. Mais pour beaucoup, les dirigeants du groupe ont tout bonnement refilé le bébé à la direction de Creutzwald. Un bébé bien embarrassant, mais en tout cas un sursis. Le transfert des activités en Autriche n'est plus à l'ordre du jour pour l'instant. Il s'agit bien sûr d'un sursis. Si on décidait de fermer aujourd'hui, si la décision était tombée de fermer Grundig Creutzwald, or ce n'est pas le cas, c'est effectivement un sursis. Sachons utiliser ce sursis. Une première victoire pour les salariés de Grundig France qui depuis 3 semaines n'ont cessé de clamer la rentabilité et la performance de leur usine. Mais pour les dirigeants allemands du groupe, produire c'est bien, vendre beaucoup, c'est encore mieux. La campagne des législatives, le RPR Philippe Séguin critique publiquement le projet RPR-UDF qui, selon lui, s'inscrit explicitement dans le processus de Maastricht. De son côté, le président de l'UDF a débuté sa campagne de soutien aux candidats de son mouvement par une tournée en Meurthe-et-Moselle puis dans la Loire, tournée suivie pour nous par Bruno Roger-Petit et Jean-François Chevet. Scène ordinaire d'une journée de campagne. Le cadre est plutôt rustique et le vin a le goût plutôt âpre. C'est un court moment de répit dans un petit estaminet du département de la Loire. Mais il ne faut pas s'y fier. Valéry Giscard d'Estaing a tout de même choisi la difficulté. Il est venu soutenir un candidat UDF qui affronte un candidat RPR dans une primaire. Dans ces conditions, ce déplacement courtois alimente bien des interrogations.
J'aimerais savoir votre sentiment par rapport justement à la division entre le RPR et l'UDF dans cette 5e circonscription de la Loire. Alors vous employez des mots qui ne sont pas bons. Il ne faut pas dire division, il faut dire compétition loyale. En route pour la compétition loyale. Salle exiguë, public debout, décor austère et problème d'intendance. Pas assez de porte-micro par exemple. Regardez bien ce journaliste devant Giscard, il reste là à tendre son micro, position inconfortable, Giscard va le remarquer. Dès 1993, qu'est-ce qui vous arrive là? Vous avez des problèmes là? Non, il danse un peu comme ça, non, qu'est-ce qui se passe? Un programme de construction de grandes infrastructures. Parce que d'habitude, n'est-ce pas, les micros, ils sont sur des supports. Mais là, c'est le micro humain. Ben, je vous remercie, c'est une nouveauté. Petit instant de détente, car pour le reste, Giscard ne veut pas faire de promesses inconsidérées. Il s'engage simplement à faire respecter la plateforme de gouvernement RPR-UDF. La réunion s'achève par un dernier petit verre de vin au goût âpre, scène ordinaire d'une journée de campagne. La circonscription de Loches-Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire est l'une des plus significatives de cette bataille des législatives. Un sortant socialiste, ou plutôt une sortante qui ne se représente pas et qui préfère laisser ses chances à un représentant de SOS Racisme. Une primaire à droite et un candidat écolo particulièrement médiatique, le Vert Poli. Reportage Jean-Yves Perrin, Frédéric Delarue. Bernard Tapie en personne, Éric Guébali rayonne. Fondateur de SOS Racisme avec Harlem Désir, il vient de Paris et n'est pas membre du PS. Pourtant, les socialistes l'ont désigné pour garder une circonscription à gauche depuis 1981. Je suis un représentant de la société civile qui rentre en politique à gauche au moment où la gauche se porte mal pour prendre date et pour garder à gauche une circonscription. C'est qu'elle déchaîne les appétits, cette circonscription, laissée par la socialiste sortante. Le PC y détient une mairie et voudrait faire un bon score. À droite, une primaire divise UDF et RPR et l'on compte déjà 2 candidatures dissidentes. L'UDF met le paquet sur Jean-Jacques Descamps, ancien secrétaire d'État pendant la cohabitation. L'homme a des relations, François Bayrou, a inauguré sa campagne et il annonce la présence de tous les ténors UDF, y compris Valéry Giscard d'Estaing. Après un échec en 88, chez lui, dans le nord de la France, il se défend d'être parachuté en Touraine. Mais je suis installé, monsieur, vous me posez cette question. Je suis installé, ça fait 20 ans que j'ai une maison à Azay-sur-Indre où je suis le plus souvent possible et demander aux commerçants d'Azay-sur-Indre, aux commerçants de Loches, ce qu'ils pensent de moi. Son rival à droite, le RPR, Jean-France Basquins. Il a réussi à faire venir Philippe Séguin sur la circonscription, mais aucun autre leader national ne se déplacera. Lui joue la carte de l'élu local contre tous les parachutés. Je suis le seul à avoir un mandat local. Monsieur Poli n'a pas de mandat local. Monsieur Guébali n'a pas de mandat local. Et monsieur Descamps non plus. Oui, mais on vous voit à la télé, c'est tout. Vu à la télé, mais aussi parachuté aux yeux de ses adversaires. Joseph Poli, médiatique et écolo. Journaliste télé depuis des lustres, sa recette, les marchés et les autographes. Merci. Ça me facilite les contacts, mais c'est pas ça le plus important. Les gens vont pas forcément voter pour moi parce que je suis connu. Les têtes d'affiche reparties, les candidats se retrouvent fatalement face à face. Échange poli de pronostics. On se retrouvera au deuxième tour peut-être. Absolument, moi, bon. En tout cas j'y serai. J'espère que ça sera vous d'ailleurs. Je crois la même chose. La guerre dans l'ex-Yougoslavie, l'un des 3 casques bleus français grièvement blessé hier à Sarajevo est mort cette nuit, ce qui porte à 12 le nombre de soldats français tués sous les couleurs des Nations Unies. Stéphane Magnier. Le légionnaire français est mort cette nuit sur la table d'opération située dans l'abri anti-atomique du quartier général de l'ONU. L'autre légionnaire, grièvement blessé, a été évacué hors de la zone de combat. Il devrait être rapatrié en France dans les prochaines heures. Ses jours ne seraient plus en danger. Sur le parking de l'aéroport reste le véhicule des légionnaires dont le blindage a été transpercé par un obus de mortier. Mais à quelques mètres de là, s'entasse désormais l'aide humanitaire. Car les autorités bosniaques ont décidé de suspendre la distribution à Sarajevo tant que les régions assiégées à l'est de la Bosnie ne seraient pas elles aussi secourues. Derrière cet apparent geste de solidarité, c'est toute la politique de l'ONU qui est en cause. Les Bosniaques cherchent à forcer les casques bleus à intervenir militairement. Le secrétaire général de l'ONU, M. Boutros-Ghali, a d'ailleurs bien compris le message. Il menace de ne pas renouveler le mandat des casques bleus en Croatie dans 8 jours si les combats continuent sans espoir de paix. Des combats qui sont restés très violents aujourd'hui en Croatie et à Sarajevo. Les Serbes et les Croates de Bosnie viennent ce soir d'accepter de négocier à New York. Cela laisse tout le monde sceptique sur les chances réelles de la paix.
Pour mieux mesurer la complexité de ce drame yougoslave, je ne saurais trop vous recommander de regarder demain à 13h20 l'émission de Claude Sérillon, Géopolis, consacrée à la Macédoine. François Mitterrand a terminé sa tournée indo-chinoise par la visite des temples d'Angkor, après avoir salué les casques bleus français déployés au Cambodge pour leur action au service de la paix. Reportage de nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud, Yves Barbe. Le premier contact de François Mitterrand avec les bérets bleus sur le terrain à Siem Reap, avec le 6e régiment du génie et quelques-uns des 160 gendarmes français. Ici même où lundi, une fusillade a fait 2 morts et 10 blessés. Car c'est l'une des zones où ils sont en contact avec les Khmers rouges. Des combattants qui se transforment souvent en assassins et en pillards, ils ne sont pas les seuls. François Mitterrand a pu voir à quel point les bérets bleus étaient contestés par les Khmers rouges qui les accusent de faire le jeu des Vietnamiens. Les bérets bleus sont pourtant persuadés que les élections pourront se dérouler normalement, mais après, le retrait des 15 000 soldats de l'ONU ne pourra se faire que progressivement. Les militaires ont dit au chef de l'État à quel point les Français étaient appréciés ici. Quand François Mitterrand a visité les temples d'Angkor, c'était aussi sous la protection des soldats français des Nations Unies, les seuls capables d'assurer la sécurité dans cet endroit historique qui, il y a 2 ans encore, était tenu par les Khmers rouges. Les alentours sont encore minés, mais le temple d'Angkor commence à renaître. Un plan de restauration des terrasses a commencé cette année. Il a été confié à l'école française d'Extrême-Orient. C'était la dernière image qu'emportera le chef de l'État de son voyage en Asie du Sud-Est. En Italie, la vague de fond de la corruption continue de secouer tous les grands mouvements politiques, à commencer par le Parti socialiste italien, dont le patron, Bettino Craxi, vient d'être contraint de démissionner après 16 ans de bons, sinon loyaux services. Explication de notre correspondant à Rome, Jean-Louis Le Seine. Il y a 1 an encore, Bettino Craxi semblait indétrônable. Il avait le vent en poupe et son parti recueillait plus de 15% des voix à chaque élection. Le PSI participait à toutes les coalitions gouvernementales, aux côtés de la démocratie chrétienne, sans encombre. Il aura fallu que 3 petits juges milanais mettent leur nez dans quelques affaires douteuses pour que le scandale éclate, un scandale qui a révélé une pratique généralisée des pots de vin pour tous les partis politiques, mais principalement à Milan pour le Parti socialiste, qui règne majoritairement sur la métropole lombarde. En 1 an, on a vu défiler ainsi dans le bureau des juges d'instruction plus de 400 personnes, des politiciens, des entrepreneurs de travaux publics et des fonctionnaires suspectés d'avoir favorisé des marchés en échange de dessous de table. Seulement, en 1 année, le fils de M. Craxi a été inquiété, son beau-frère a été inculpé, son parti est tombé en dessous des 10% aux dernières élections, et 6 avis d'enquête lui ont été notifiés par le parquet de Milan pour détournement de fonds publics et corruption. Il aurait même bénéficié de certaines faveurs dans des banques suisses. Alors hier, au moment où il démissionnait, son adversaire le plus coriace, le juge d'instruction Di Pietro, le monsieur propre italien comme on l'appelle ici, jetait l'éponge. La justice seule ne peut pas résoudre tous ces problèmes. Il faut savoir qu'à la fin, la solution ne peut être que politique. Car la politique, elle, ne peut pas faire table rase de tout le système. Une chose est sûre, un remaniement en profondeur du gouvernement du socialiste Giuliano Amato s'impose. Plus de ministre de la Justice, il a démissionné avant-hier, et plus de prise sur un pays coincé entre les pots de vin au nord et les compromissions de la démocratie chrétienne avec la mafia au sud. L'un des tout premiers Palestiniens bannis par Israël, voilà plus de 22 ans, vient d'être autorisé à regagner la Cisjordanie occupée. Il avait été expulsé en 1971 en raison de son appartenance présumée à l'OLP. D'autre part, dans la bande de Gaza occupée, l'armée israélienne a mené aujourd'hui une spectaculaire opération anti-palestinienne. Isabelle Béchler. Khan Younes, à l'extrême sud de la bande de Gaza. Une patrouille de l'armée israélienne tourne à l'expédition punitive. Les soldats viennent de vider une maison de ses habitants. Leurs explosifs sont en place. Il ne leur reste plus qu'à se mettre à l'abri. Les 18 hommes qui occupaient ce pâté de maison ont été arrêtés, soupçonnés d'appartenir au groupe fondamentaliste Hamas, ou plus précisément à son bras armé, Ezzeddine al-Qassam. Plusieurs familles se retrouvent donc sans toit, sans avoir même eu le temps d'emporter ce qui avait un tant soit peu de valeur. C'est désormais une pratique de plus en plus courante. Les soldats israéliens plastiquent ou détruisent les maisons à coups de roquettes anti-chars. Ceci depuis qu'un des leurs a été tué lors d'une fouille l'été dernier dans un quartier similaire. Opération menée avec succès selon Tsahal, car aucun soldat ni aucun civil palestinien n'a été blessé.
Hier cependant, 9 jeunes garçons ont été blessés par balle, 5 avaient moins de 15 ans. C'est un verdict qui va sans doute provoquer beaucoup de commentaires dans les capitales africaines. L'ancien président du Mali, Moussa Traoré, a été condamné aujourd'hui à la peine capitale par la cour d'assises de Bamako, ainsi que 3 de ses anciens collaborateurs. Ces hommes étaient jugés pour la répression des émeutes de 91 qui avaient fait plus de 200 morts. Éric Monnier. Ce procès, c'est notre Nuremberg à nous, disent les Maliens. Aujourd'hui, Moussa Traoré est devenu le premier ex-président africain condamné à mort, emporté par le vent de démocratisation qui souffle sur l'Afrique depuis 1990. Un procès qui ne se voulait pas celui d'un régime, mais celui d'un homme et de ses collaborateurs pour crime de sang. Entre janvier et mars 1991, à plusieurs reprises, il donnait l'ordre de tirer sur la foule. Bilan de 2 mois de manifestations, au moins 200 morts. Non coupable, aura plaidé jusqu'au bout Moussa Traoré et ses avocats, Maître Vergès en tête. D'après eux, la responsabilité est ailleurs, à l'Élysée par exemple. Selon leur logique, en appelant à l'ouverture démocratique, François Mitterrand aurait été le commanditaire de l'effondrement de ces régimes autoritaires africains, un effondrement dans le sang. L'ex-dictateur peut encore faire appel. Il peut aussi être gracié par cet homme, Alpha Omar Konaré. Ce serait l'une des premières décisions importantes du tout nouveau président malien élu démocratiquement. En France, par fin de scandale et de balai bleu à Joigny, dans l'Yonne, le directeur d'un collège catholique incarcéré en juin dernier pour attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans a été relâché à Noël, décision confirmée hier par la Cour d'appel de Paris. Les 22 parents qui ont porté plainte s'étonnent de cette décision et surtout des lenteurs de la justice. Reportage Marc Maisonneuve, Jean-Louis Melin. Déshabille-toi. Et puis, juste le haut. Et puis il a commencé à me toucher, à me demander où j'avais mal au ventre. Et puis après il m'a dit enlève ton pantalon. Alors moi je l'ai baissé un peu. Et puis lui il l'a baissé entièrement. Et puis après il a commencé à toucher dans le bas du ventre. Benoît n'ira pas plus loin. Il a honte de ce que lui a fait subir le directeur de son collège à Joigny. Avant Benoît, il y a eu Jean. Il ne veut pas qu'on le voie. Il lui a fallu 1 an pour dire ce que lui faisait endurer le même homme à l'époque directeur d'un autre établissement à Sens. Vous nous donnez des douches froides devant tout le monde, quoi, au milieu de la cour, et tout nu. En hiver? En hiver. Ou alors qu'on aille dans une partie isolée du collège, où il y avait des douches, et où lui il pouvait nous regarder tout seul. Autrement, il m'a déjà proposé de jouer aux fléchettes sur mon dos. Comment ça, jouer aux fléchettes sur votre dos? Bah, tracer une cible, et puis lancer les fléchettes. Ces 2 élèves ne se connaissent pas, pourtant ils nous ont dit la même chose en présence de leurs parents. Pour des faits identiques, 22 familles vont porter plainte contre Alain Gauzy. Pour son défenseur, c'est un complot. Ils sont peut-être 22 à l'accuser, ils peuvent être 22 à s'être entendus pour l'accuser. Dans ce dossier en particulier, c'est vrai que des précisions ont été données par les enfants. Précisions qui sembleraient aujourd'hui non seulement banalisées, mais en plus niées. Et ça, je n'ai pas de mots. Bien sûr, les experts les ont vus. Des experts qui ne sont pas le généraliste du coin. Ce sont des experts psychologues, ce sont des psychiatres. Au sein du collège, le silence, car si la preuve de la culpabilité du directeur est faite, la justice pourrait procéder à des inculpations pour non-assistance à personne en danger. Cet établissement catholique est placé sous l'autorité de l'archevêque. Nous avions rendez-vous avec lui, il a réfléchi entre-temps. Vous refusez de répondre à mes questions? À vos questions, oui. Incarcéré à la prison d'Auxerre le 19 juin 92, Alain Gauzy est en liberté aujourd'hui. Il bénéficie de la présomption d'innocence alors que de nouveaux témoignages arrivent sur le bureau du juge d'instruction. Nos confrères de RFO, Radio France Outre-mer, organisent demain une grande opération en multiplex avec la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion sur le thème de la prévention du sida. Une épidémie qui fait des ravages dans les départements d'outre-mer où l'on recense proportionnellement bien sûr 3 fois plus de malades qu'en métropole. Une épidémie qui touche autant les hommes que les femmes. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Daniel Flézaquet et Yann Jiquel. Tranche de vie sur le marché de Trinité en Martinique, entre une bénévole de l'association Aide et de solides marchandes, intriguées par le maniement du préservatif. Je prends une banane pour me montrer. Ça se met sur un chèque, ça met
Voilà, ça se déroule jusqu'au bout. Il n'y a pas de trou là-dedans. Hein? Tu as vu? Ça se retire avant que le sexe ne soit redescendu. D'accord? Si ces bénévoles se dépensent autant, c'est que le sida frappe sévèrement dans les départements d'outre-mer. Proportionnellement, 5 à 10 fois plus qu'en métropole, et il touche autant de femmes que d'hommes. Alors il faut convaincre de limiter le nombre de partenaires et surtout de porter ce qu'on appelle ici le chapeau. Les jeunes lycéens ont tous un chapeau dans leur sac. Donc de plus en plus, ils vont en porter. Il faut voir que la maladie a 10 ans. Ceux de 20 ans avaient 9-10 ans, donc ils ont vécu avec l'idée du sida et le préservatif. Par contre, ceux qui sont difficiles à convaincre, c'est ceux qui ont vécu la libération sexuelle après 68. Ça, c'est plus difficile parce qu'ils n'en ont jamais porté. Il faut dire aussi que certaines campagnes arrivées directement de Paris sont bien peu adaptées au climat de Fort-de-France. Et puis il y a les pressions moralistes, comme à Schellcher sur le campus de l'université. Il y avait des distributeurs de préservatifs, une association d'étudiants catholiques les a fait retirer. Aujourd'hui, c'est la médecine préventive universitaire qui distribue gratuitement ces préservatifs. C'est vrai que ça marche. Ça marche comme que ça. Non, enfin, quand on regarde les copains, etc., bon, la plupart ont leur préservatif sur eux et tout, donc je suppose que d'une manière ou d'une autre, ça marche. Bon, vaut mieux s'en servir, enfin, aller se servir à la MPU que d'en acheter. Ça coûte cher. Après. C'est cher. Vous croyez que c'est un des obstacles à l'utilisation, le prix élevé? Je crois que c'est surtout l'obstacle. C'est surtout ça. Moi, je me demande si c'est pas aussi le fait d'aller à la pharmacie et de... Surtout ici où la mentalité est assez restreinte, c'est ah ouais machin, il va acheter des préservatifs. La Martinique est déjà en plein carnaval, période de toutes les fêtes, de toutes les rencontres, mais aussi de tous les dangers. Alors les pharmaciens vont vendre les préservatifs 1 franc l'unité pendant toute cette période, pour que chacun soit conscient du slogan « Pot et chapeau, pas ni bobo, si pot et chapeau, pas ni sida ». Voilà, si vous souhaitez vous associer à cette opération, vous pouvez envoyer vos dons au compte chèque postal Le Paris 80 94 06 V. L'opération s'appelle Énergie Outre-mer, 52 rue de Turbigo, 75 03 Paris. Un mot de Formule 1 pour vous signaler qu'Alain Prost s'est finalement vu accorder aujourd'hui sa super licence et également pour vous signaler le retour de Philippe Alliot qui courra chez Larousse en compagnie d'Éric Comas. Je vous propose pour terminer ce journal de partir en compagnie d'Éric Perrin et de Patrick Voix dans les coulisses du tournage dans le Nord du film le plus cher du cinéma français, film réalisé par Claude Berry. Un budget de 160 milliards de francs, budget colossal, à l'image de l'œuvre adaptée Germinal d'Émile Zola. Des acteurs très célèbres, Depardieu, Miou Miou, Jean Carmé ou encore Renaud pour son premier rôle au cinéma, mais aussi des centaines de figurants originaires du Nord-Pas-de-Calais. Complainte du vent sur la mine d'Arambert, fermée depuis 4 ans. Voilà, allez-y maintenant. Non, Marc, attends avant. Complainte oubliée pour quelques semaines où le coron reprend vie grâce au tournage de Germinal. Toujours méticuleux, Claude Berry peaufine chaque scène. Visite des bourgeois chez les mineurs, rencontre de deux mondes. En arrière-plan distant, les figurants. En arrière-plan mais omniprésent. Chômeurs ou anciens mineurs, les petits-enfants de Germinal redonnent vie à leur passé. Berry tenait à tourner dans le Nord. Non, parce que ça me paraissait évident. Je ne me voyais pas faire le film ailleurs qu'ici. Je pense que... je ne peux même pas les appeler figurants. Tous ces mineurs qui sont le cœur du film donnent l'âme du film. Je ne sais pas, je ne me voyais pas passer des mois en Pologne avec disons, un cœur polonais. Il fallait vraiment que ça se passe dans le Nord. À quelques centaines de mètres du tournage, le puits numéro 3, le plus profond, fermé comme les autres. Entre deux prises, certains reviennent voir l'endroit où ils ont travaillé. Mémoire des gestes. La première, la deuxième, la troisième, et voilà. Ça va pas, non? C'est pas comme ça? Quand un mineur se présente, il ajoute généralement deux nombres. Voici au volant de la locomotive Petit Michel 32 moins 670, comprenez 32 ans de mine, jusqu'à moins 670 mètres sous terre. Et j'ai une écoliane, elle est encore plus grosse que celle-là, c'est là que je m'ai retourné les quatre pétrolières. C'est tout bien. Alors ça vous rappelle quoi cette machine? Bah c'est un heureux souvenir. Et puis, alors là, il y avait le volant d'air, là. Alors du coup que je m'ai retourné, le volant d'air, il m'a rentré dans l'estomac, là, dans la poitrine. Le fils de Michel, lui aussi sur le tournage, histoire de famille. Mémoire des souffrances
Mémoire d'une culture ouvrière, mémoire qui donne relief à l'entreprise d'illusion qu'est un film. Ce sont des gens qui ont une espèce de stoïcisme et de joie d'exister extraordinaire, malgré l'adversité, parce que beaucoup ont cessé de travailler avant l'âge, et puis beaucoup vivent dans la souffrance parce qu'ils ont des séquelles pulmonaires, et c'est terriblement dur, quoi. Joie de vivre malgré tout grâce à cette amitié, cette ambiance perdue de la mine que tous retrouvent sur le tournage, qu'ils partagent avec les comédiens comme Renaud. Germinal peut compter sur un acteur irremplaçable et vrai, il s'appelle le Nord. Avant de vous souhaiter un excellent week-end qui s'annonce radieux sur le plan météo, même dans le Nord, cette dernière information tout à fait sérieuse puisqu'elle risque fort de provoquer une crise gouvernementale en Israël. Une députée travailliste, la fille du général Dayan, a en effet provoqué un scandale à la Knesset lors d'un débat sur l'homosexualité dans l'armée en affirmant que le roi David avait eu une amitié très particulière avec son ami Jonathan. Indignés, les députés religieux ultra-orthodoxes menacent maintenant de quitter la coalition gouvernementale. Et puisque nous sommes au chapitre de l'amour, à 48 heures de la Saint-Valentin, cette autre information en provenance de Bangkok, cette fois un amoureux jaloux et trompé a envoyé un bouquet de roses à sa dulcinée, bouquet assorti d'une bombe qui a explosé et c'est le facteur qui est resté sur le carreau. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Guy Marchand et Nestor Burma. Vers 22h25, le bouillon de culture de Bernard Pivot. Et minuit, le dernier journal avec Philippe Lefebvre. Demain, dès 13h, vous retrouverez Paul Amar. Dans un instant, la météo de Sophie Davant. Je vous disais, un week-end radieux. Amis du bout des ondes, je vous remercie de votre attention. Bonsoir.